Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré à ce qui est certainement la meilleure intégrale de l'année, celle qui va vous en mettre plein les yeux, X Factor 1989, avec évidemment cette couverture de Marc Silvestri. Ces costumes iconiques, le crossover Inferno, c'est signé par une ribambelle de talents, Louise Simonson et Chris Claremont au scénario, Walter Simonson, Marc Silvestri, Rob Liefeld et Arthur Adams. On parle d'une époque dorée, l'année 1989, à laquelle ces épisodes sont sortis, sorte d'âge d'or pour les X-Men, véritable vivier de créativité, de talent et d'histoire devenue culte. C'est tout simplement pour moi la plus belle intégrale et je ne pouvais pas imaginer une meilleure intégrale parce que vraiment, c'est tout simplement exceptionnel. On va tout de suite entrer dans le vif du sujet et regarder ensemble cette intégrale avec évidemment ce dessin iconique, magnifique de Walter Simonson que vous connaissez. Et on entre directement dans le cœur de ces épisodes avec X Factor 36 qui voit le début de Inferno. Inferno, qui est donc le crossover incroyable de la fin des années 80, certainement un des meilleurs crossovers X-Men, avec ce dessin où la ville de Manhattan est totalement attaquée par des démons et qui prennent la forme de tout. Ici, c'est un vendeur de hot dog, vous voyez, c'est qui attaque un enfant, cet enfant qui est Calvin avec son Hobbes, puisqu'il y avait un petit clin d'œil. À l'époque que j'avais déjà repéré un dessin hyper dynamique de Walter Simonson, la complicité entre le fauve et Iceberg, et puis ces dessins avec Trish Tilby, ces costumes complètement iconiques. C'est tout simplement génial. Madeleine Prior devenue la Queen Goblin, le clone de Jean Grey que Scott Summers a épousé et avec qui ils ont eu un enfant qui s'appelle Nathan, qui deviendra plus tard Cable, si vous connaissez toute la mythologie des X-Men. Donc vous le savez, X Factor est une équipe composée des 5 membres originels, avec Jean Grey revenu d'entre les morts, déjà à l'époque, pour la première fois, puisqu'elle est revenue à peu près 700 fois des morts, et puis avec Krakoa, ils sont revenus combien de fois? J'espère qu'on va revenir à des considérations beaucoup plus terre-à-terre dans les prochains mois. Donc la ville de Manhattan attaque, donc là c'est le métro qui attaque, et l'équipe de X Factor, qui à la base était une équipe qui se présentait comme une équipe chasseur de mutants pour mieux les protéger. Finalement, publiquement, ils chassaient les mutants, mais en fait, ils les ramenaient sur leur vaisseau et ils les protégeaient. Et tel le professeur Xavier, il leur donnait un destin et pour pouvoir apprendre à utiliser leur pouvoir. Voilà, je me souviens de ces scènes iconiques. Ça, c'était vraiment, vraiment génial à l'époque quand j'ai lu ça en version française. Ça devait être l'année d'après en France, en 90 ou peut-être 91. Ça a été une véritable révolution de voir cette équipe fabuleuse avec ses costumes incroyables, cette couverture iconique. Donc là, on était un peu sur le prélude d'Inferno et je crois que le crossover Inferno commence maintenant, où donc l'équipe se démène pour combattre un New York devenu totalement hors de contrôle. C'était vraiment, vraiment, vraiment incroyable de voir ça. Là, il voit donc la reine démon, la reine démon. Il voit que Madeleine est vivante, Madeleine Prior, Madeleine, c'est pas Madeleine. Le bébé, elle a le bébé, elle a son bébé. Et donc là, il se rend compte que quand même, il aime 2 fois la même femme quand même. Et donc, ah oui, je me souviens de ça avec cette vague de démons qui arrive sur New York. C'était iconique et génial. Walter Simonson au sommet de son art. Walter Simonson qui avait dans les années 80, vous le savez, accompagné la carrière de Thor et qui évidemment a continué. Il a fait plein de choses. Il avait même fait des Avengers sous Brian Michael Bendis au début des années 2000. Depuis quelques temps, il fait Ragnarok, vous le savez, avec Scott Dunbier, d'abord chez IDW, maintenant dans sa nouvelle maison d'édition, et c'est publié d'abord chez Glénat et maintenant chez Black River, vous le savez certainement.
Et donc, on se retrouve avec un Walter Simonson omniprésent et qui fait partie aujourd'hui des légendes. Alors, à la fin de cet épisode, elle est fabuleuse puisque Madeleine Prior perd sa forme pendant le temps d'un instant suite à cette attaque et elle redevient Madeleine Prior, elle n'est plus la reine démon. Et là, une main vient se poser sur l'épaule de Jean Grey, que tout le monde croyait morte, puisqu'elle était morte, vous le savez, en se sacrifiant. On avait tous vu qu'elle s'était sacrifiée, et Wolverine ne l'avait pas revue depuis. Les X-Men, ils ont un autre statu quo, c'est les X-Men qui... Est-ce que ce sont déjà les X-Men? Oui, ce sont les X-Men que tout le monde croyait morts également, et qui habitent donc dans le désert, et qui viennent pour quelques missions à travers les portails de téléportation de Gateway. Et alors là, il veut absolument s'assurer que c'est la Jean Grey. Et alors là, on reviendra sur la couverture après, cette première page iconique du baiser de Wolverine avec Jean Grey, avec Jean Grey, pour savoir si c'est bien elle. Là, c'est tout simplement fabuleux. On se souvient du triangle amoureux. Wolverine a toujours été amoureux de Jean Grey. Et ça a toujours été quelque chose de fabuleux. Et là, cette couverture magnifique avec Marc Silvestri, donc, qui dessine les membres originels. Et puis l'équipe des X-Men qui va être un petit peu, pas à pas, possédée. Et alors là, pareil, complètement iconique, ce dessin, avec Madeleine Prior qui est là, Cyclope qui est bien embêté de voir que sa femme, parce qu'il l'a épousée, Madeleine Prior, et donc la mère de son enfant avec Jean Grey. Enfin voilà, c'est assez compliqué. C'est un nouveau triangle amoureux et qui va amener Madeleine Prior évidemment à la folie. Alors, vous voyez, les X-Men, ils ne sont pas habillés tout à fait normalement. Ils sont un peu possédés dans cette histoire, et vous allez le voir, ils ne vont pas se comporter. Et donc, les vieux X-Men et les nouveaux X-Men vont s'affronter dans cet épisode, et ça va être tout dantesque, avec des scènes magnifiques, et avec évidemment, on ne sait pas pour qui se battre, parce qu'on les aime tous, quoi. Et donc, ils doivent évidemment s'affronter, ils doivent évidemment lutter contre le mal qui les habite. Et on se rend compte, là, il y a l'âme pure de Colossus qui, là, elle arrive à pervertir Havok, notamment, et qui va la suivre. Et l'âme pure de Peter Rasputin va évidemment faire en sorte qu'il va se comporter en héros, on le verra tout à l'heure. Voilà, donc là les X-Men sont un petit peu possédés, pris de folie. Donc là on le voit avec Wolverine avec ce masque totalement noir, on voit qu'il n'est pas lui-même. C'est tout simplement génial parce que l'histoire se raconte à travers les mots, mais elle se raconte aussi à travers le dessin, le talent fabuleux de cette légende Marc Silvestri. Vous connaissez Marc Silvestri, bien entendu. Marc Silvestri, c'est les X-Men, c'est Wolverine, et c'est tout simplement Witchblade, Darkness, Cyberforce, toutes ces séries. Et puis récemment, il a fait un Batman épique et légendaire, tout simplement fabuleux. Nous avons ici les retrouvailles des deux amis. Est-ce que c'est bien toi? C'est bon de te voir en vie. Et c'est ce hug incroyable qui a fait battre le cœur de tous les lecteurs à l'époque. C'était une époque tellement fabuleuse pour les X-Men. Vous voyez, on peut raconter l'histoire juste en regardant les cases. On comprend, le storytelling est fabuleux. C'est exceptionnel. Je suis là, la main, enfin tout est... Le découpage est fou. Le découpage est fou. Ah, et puis là, les X-Men commencent à reprendre leurs esprits. Et les X-Men commencent à travailler ensemble parce qu'il y a un ennemi commun, le Fastball Special, mais revu et corrigé. C'est assez drôle. Le froid sur New York, et les X-Men qui travaillent ensemble, mettent leurs différents côtés, et puis surtout qu'ils sont plus possédés, quoi. Et donc ils vont évidemment essayer d'affronter tout ça. Là c'est Jean qui se fait enlever par Madeleine Prior, avec Havok qui lui est toujours possédé, et ça c'est génial. Donc là on passe sur l'épisode de X-Factor. Là c'est un épisode des X-Men. Alors j'aimais un tout petit peu moins à l'époque le dessin
de Walter Simonson, mais à l'époque, je dis bien, parce que regardez ça comme c'est magnifique. Et là, je me rends compte à quel point il est génial, il a son style. Enfin, de toute façon, quand vous avez vu l'intégrale d'avant, avec les épisodes de X Factor, vous ne pouvez que aimer, évidemment, ces personnages. Et puis, je voudrais également souligner les costumes, quoi. Ce costume de Cyclope et celui de Jean Grey, qui sont peut-être les meilleurs costumes des X-Men de l'histoire. Cyclope, c'est certainement son meilleur costume, quoi, avec ce grand X comme ça. Alors, il l'a eu partout, le X, hein, il l'a eu sur le visage, il l'a eu sur le corps, mais alors là, à l'époque, c'était vraiment exceptionnel. Donc voilà, alors là, la Reine Démon, la Goblin Queen, elle est déchaînée, elle s'attaque aux X-Men, qui ont beaucoup de mal, hein, évidemment, qui ont beaucoup de mal, mais qui n'oublient pas les leurs. Ils vont devoir s'unir. Et donc là, il va y avoir un combat dans la tête des deux, de la télépathe Jean Grey et de son clone. On va apprendre ce que Mr. Sinister a fait d'elle et comment elle a été pervertie et comment elle est devenue tout ça. Et la souffrance qui est la sienne. Donc il y a ce combat des psychés, du clone et de sa matrice. C'est tout simplement phénoménal. Voilà, avec à la fin Madelyne. Alors, moi, ce qui m'agace un peu dans les X-Men, parce que j'adore les X-Men, vous le savez, c'est que souvent, il y a des moments épiques, il y a des morts, comme partout, et puis on les fait revenir. Madelyne Pryor, elle est revenue 250 fois. Jean Grey, elle est revenue 250 fois. Cyclope aussi, il est mort, ou il a disparu, et puis il est revenu. Voilà, donc là, c'est magnifique, avec la visière, l'alarme, c'est incroyable. Je voudrais que ces moments épiques ne soient pas gâchés. On peut faire des revivals d'Inferno. Inferno, il y a eu des revivals, hein. Il y a eu un autre Inferno dessiné par Giuseppe Camuncoli quelques années plus tard, et puis le nom Inferno a été réutilisé par Jonathan Hickman. C'est pareil, cette réutilisation des noms, ça a tendance à m'agacer, quoi. Voilà. Donc là, c'est toujours épuisant, cette couverture magnifique de Sinister avec les X-Men. Et donc, l'épisode de Marc Silvestri avec les deux clones, et puis avec ce talent de Marc Silvestri. Et nous allons tomber donc dans la psyché, encore une fois, dans les souvenirs et dans l'esprit malade de Jean Grey, de tout ce qu'elle a connu en tant que Jean Grey, avec le Phénix qui a pris sa place, sa mort, sa renaissance. Et donc les X-Men vont évidemment tenter. Alors ça, c'est le vaisseau dont je vous parlais tout à l'heure, hein. Alors c'est drôle parce que ils ont mis des costumes, ils donnent des uniformes X-Men aux gens qu'ils ont sauvés. C'est assez rigolo. Et donc voilà, ils vont combattre Polaris, qui avait été pervertie elle aussi, qui travaillait pour Sinistre, je crois, à l'époque. Et donc le combat ultime, ils vont choper le boss de fin pour pouvoir. Alors les X-Men sont à terre et c'est Longshot qui va devoir save the day. J'aimais bien le personnage de Longshot, pareil, il était très bien écrit à l'époque, et puis après, il a été moins bien écrit, et puis il a un peu disparu. Et donc ce combat contre Sinistre, les X-Men unis, qui vont devoir l'arrêter, et il a ses goons autour de lui, donc dans le sabre et les autres, et ce tir de Cyclope qui déglingue Sinister, et il reviendra toujours, Sinister, il revient toujours. Les X-Men se disent adieu. On se reverra, salut les copains, c'était bien, on se refait un petit combat dans pas longtemps. Regardez cette équipe comme elle était majestueuse. J'ai bien aimé beaucoup d'incarnations de X-Force, mais celle-là, elle était particulièrement savoureuse. Parce que c'était les X-Men originaux que je n'ai pas connus, je n'ai pas grandi avec. Parce que moi, quand j'ai commencé à lire des comics, c'était déjà ce qu'on appelle les nouveaux X-Men. Mais cette équipe, je l'ai adorée. J'ai adoré lire ces comics en version intégrale. Et puis Inferno, c'était sorti en récit complet Marvel, Inferno. Alors nous, dans Inferno, on a eu les épisodes de X-Factor et X-Men, et on n'avait pas eu les épisodes de Brett Blevins sur New Mutants, qui sont exceptionnels. Depuis, ils ont été réédités plein de fois. Et ils seront dans la prochaine intégrale Nouveaux Mutants. Ils avaient été jugés trop violents, parce qu'on considérait que les New Mutants, c'était une équipe pour les kids. Pour les Kids United. Donc voilà, X-Factor numéro 40 de Rob Liefeld. Alors, est-ce que cet épisode a été édité en version française? Je crois que oui. Donc Rob Liefeld, superstar qui arrive comme un ouragan dans les comics, notamment sur... Alors là, il n'était pas encore arrivé sur la série New Mutants.
parce qu'elle était encore dessinée par Brad Levins. Et il a fait un épisode des X-Men et un épisode de... donc je crois que ce sont les parents de Jean Grey, ça, et qu'on voyait tout à l'heure en costume. Le vaisseau qui devient une tour dans New York aussi à un moment. Il se met à la verticale et il devient une tour, voilà, tout simplement. Et donc là, les mutants Artie et Leech qu'ils ont sauvés. Et là, il y a le Orphan Maker qui est là. Alors cette histoire, c'est un peu une petite parenthèse. Rob Liefeld, alors à l'époque, enfin, Rob Liefeld, moi j'adore Rob Liefeld, donc je ne dirai jamais de mal de Rob Liefeld. Il arrive et enfin, c'est un niveau de dessin à l'époque qui est assez génial parce que il y a le côté volume de Kirby ou de Walter Simonson et puis il y a cette énergie. Mais c'est pas encore le très grand Rob Liefeld qu'on verra après sur X-Force parce que il est tout jeune. Là, je crois qu'il a 18-19 ans, rendez-vous compte. Il est arrivé très très jeune. Voilà. Et donc ces personnages sont assez chouettes. Il y a toutes les qualités et tous les défauts de son dessin, mais il y a l'énergie, l'envie, et c'est surtout que c'est super frais et que ça match, quoi. D'avoir Rob Liefeld déjà avec ce niveau de dessin en fill-in sur un épisode d'X Factor, eh ben c'est quand même super chouette, voilà. Là, on a l'annual en plein milieu, l'annual que je ne connaissais absolument pas, de Atlantis Attack, 64 pages. Alors, il est dessiné par John Byrne et ancré. Alors, aux États-Unis, c'est assez compliqué parce qu'il y a des gens qui encrent, vous savez, donc il y a un dessinateur qui fait ses dessins, qui fait son boulot, et après l'encre, il fait la mise en volume, la mise en relief, vous savez, les noirs. Là, on appelle ça de l'embellishment, c'est-à-dire que clairement, ça doit être des traits très rapides de John Byrne, et en fait, le style qui réapparaît, on dirait vraiment en fait du Walter Simonson. Donc c'est vraiment un travail à deux. En fait, il fait vraiment le découpage, même si on reconnaît un peu le trait. Hein. Donc je ne connaissais absolument pas cet épisode. On reconnaît un petit peu évidemment le style de John Byrne, donc il revient. Je ne savais pas du tout que John Byrne était revenu à ce moment-là sur la franchise X-Men et sur ce X-Factor et ce crossover Atlantis Attack. Donc on reconnaît quand même le style de John Byrne, mais c'est un style hybride entre John Byrne et Walter Simonson parce qu'ils ont, ils ont bossé ensemble, quoi. Les planches, c'est vraiment un travail à deux, quoi. Là, nous avons... donc, parce que je ne sais pas si vous savez, mais dans les annuals, il y a une histoire principale et après, il y a des histoires courtes. Et l'histoire mettant en scène Magneto, là, pour le coup, elle est par John Byrne. Donc là, on reconnaît bien John Byrne. Donc voilà, j'ignorais totalement l'existence de ces épisodes. Et pour moi, c'est une découverte avec les Blues Brothers qui mènent l'enquête après Inferno. Donc ça, c'est assez drôle également. Je pense que c'est John Byrne également. Non, c'est Jim Fern au dessin, pardon. Sur un scénario de Mark Gruenwald. Hop, le regretté Mark Gruenwald. Et alors, cette illustration de John Bogdanov, qu'est-ce que je l'ai aimé avec les personnages, évidemment, de X-Force, leur protégé, donc Iceman, Cyclope, Jean Grey, le Fauve, et bien entendu Archangel, avec Rusty et Skid qui sont pas restés longtemps dans les Nouveaux Mutants, Artie et Leech, et les Nouveaux Mutants avec les costumes de l'époque Brett Blevins. Qu'est-ce que j'aurais aimé lire des épisodes avec les Nouveaux Mutants dessinés comme ça aurait été trop bien, c'est trop mignon, c'est cartoony à souhait, c'est génial. Et puis il y a Power Pack, la puissance 4 derrière. Et alors là, on rentre dans le trésor, ce sont les épisodes de Arthur Adams avec l'alchimiste. C'était sorti dans une version intégrale, donc à la suite, épisodes 41 et 42. Le géant Arthur Adams, qui ne fait pas de comics mensuels, qui faisait quasiment que des annuals ou des one-shots, et bien qui fait 2 épisodes à la suite. Alors, il a dû les dessiner bien en amont, mais on découvre que ce jeune mutant ici transforme le plomb en or, et donc là, il y a une espèce de troll qui est attiré par l'odeur de l'or. À l'époque, les Nouveaux Mutants sont accueillis sur le vaisseau par Cyclope et X-Factor, donc on voit toute cette équipe. Il y a donc ces membres, Rusty et Skid qu'on a vu très peu qui sont là, Boom Boom qui deviendra un des piliers de X-Force plus tard. Et puis, donc voilà, donc là c'est super cartoony et c'est absolument fabuleux de voir Arthur Adams se dessiner comme ça. Il fait un poster d'Alien derrière, il s'amuse, il y a des détails, c'est tout simplement génial. Il y a toujours de l'humour dans les dessins, regardez.
Rictor qui fait bouger, parce que lui il a un pouvoir sismique, le soda de Boom Boom de Big Bang, Meltdown, elle a eu plein de noms, Tabitha Smith, elle l'ouvre, elle se le prend au visage, de l'humour derrière, il y a toujours des petits détails partout, et il y a ces plans iconiques qu'on avait déjà vus dans Asgard, son Sam Guthrie, son Rocket, il est très grand, très fin, très élancé, son Roberto da Costa, son Solar, il est petit et trapu, mais il est costaud. Et puis, il y a le rôle endossé par Cyclope du professeur Xavier, qui protège les mutants et les défend et qui va mener l'enquête. Là, ils sont appelés parce qu'il y a cette histoire de... Donc, il suffit de suivre les trucs transformés en or pour découvrir ces monstres qui habitent dans les bas-fonds et qui sont attirés évidemment par l'or. Et donc, nouveau combat. Arthur Adams adore dessiner les monstres. Vous imaginez bien. Ça, Jean Grey avec ce costume fabuleux et sexy en diable, et les personnages sont géniaux, ils sont à terre, mais l'histoire n'est pas terminée parce qu'il y a un deuxième épisode, c'est Al Milgrom qui ancre, et voilà, donc là il y a plein de cases, plein de détails, Nathan qui va se faire écraser et ploum, et en fait il est protégé par le pouvoir télékinésique de Jean Grey. C'est tout simplement exceptionnel et fabuleux de voir tout ça. Alors ce jeune mutant on l'a jamais revu après, je sais plus pourquoi d'ailleurs, et donc les X-Men, les X-Factor arrivent à se dépatouiller de tout ça, ils sortent de là, et ils vont être une nouvelle fois attaqués, et là pour défendre sa mère il va transformer les gobelins et les monstres en or, voilà. Et donc on se retrouve avec alors ça ressemble pas à du Arthur Adams, cette page là, c'est très marrant, c'est très bizarre. Je pense que ça a dû être fini par un Milgrom, et voilà. Et donc c'est comme ça que se terminent les 2 épisodes d'Arthur Adams, qui sont de toute beauté, avec l'annonce que Paul Smith, le légendaire Paul Smith, dessinateur évidemment des X-Men pendant pas longtemps, il a fait une dizaine de numéros dans les années 80, mais il a marqué l'histoire, hein, avec ses 10 numéros, c'était magnifique, fera les prochains numéros. Et je me souviens d'ailleurs à l'époque, parce que son style avait évolué forcément en disant, je prenais les anciens X-Men et les vieux épisodes et ceux de X-Factor, mais vous êtes sûr que c'est le même Paul Smith? Et j'essaie de comparer en me disant, mais bon, c'est très joli, c'est très pur comme trait, et c'est vraiment incroyable. C'est tout simplement exceptionnel. Voilà la somme de talent de ce qui est certainement, et je pèse mes mots, la meilleure intégrale que vous lirez cette année. Les nostalgiques, les fans des années stranges, ceux qui ont adoré les comics dans les années 90, comme moi, avec ces versions intégrales chez Semic, ne peuvent qu'être séduits par ça. C'est exceptionnel, c'est fabuleux, et c'est disponible partout chez votre libraire. Commandez-le chez votre libraire, faites travailler votre libraire. Et puis abonnez-vous à Radio Comics si vous aimez les pages à pages. N'oubliez pas de vous abonner, et je vous dis à très bientôt. Salut!